du système immunitaire, le remodelage de l'organisme et aussi l'apparition de certaines pathologies, notamment les maladies. Et sans oublier que le professeur Belcaïd est membre de l'Académie des sciences aux États-Unis, l'Académie américaine des arts et des sciences, l'Académie nationale de médecine, membre du conseil scientifique de l'Institut Imaging, de l'Institut Curie, de l'École nationale supérieure et bien d'autres, donc comités, conseils consultatifs. Elle est aussi membre du comité de rédaction de plusieurs journaux comme Cell, Science, Current Opinion in Immunology. Yasmine Belcaïd est derrière plusieurs de ses travaux de recherche. Elle est considérée comme une éminence grise algérienne dans le domaine de l'immunologie. Elle constitue donc une fierté en Algérie, et notamment pour les femmes algériennes. Donc, bienvenue. Je voudrais terminer avant de donner la parole au professeur Yasmine. Si on a la chance, on peut devenir chef de laboratoire, et j'ai eu la chance de commencer un laboratoire, le premier laboratoire à Cincinnati, dans une fondation qui s'appelait Children's Hospital Foundation. Et à nouveau, j'ai pu commencer à développer les questions que j'avais commencé à explorer dans le laboratoire d'autres personnes. Et là, j'ai continué à explorer ce rôle extrêmement intrigant entre ces cellules qui sont là pour cacher et permettre aux microbes de se cacher, et le système immunitaire, et puis aussi de découvrir les mécanismes et les antigènes qui étaient reconnus par ces molécules. Et ça m'a permis en fait de commencer mon premier laboratoire. Et à la suite de ces découvertes, j'ai décidé de retourner au NIH, parce qu'en fait, j'avais envie de développer une autre thématique de recherche. Et en particulier, j'ai commencé à être absolument fascinée par un autre type de microbe qui vit avec nous, le microbiote. Et de retourner au NIH m'a permis en fait de faire ce changement de carrière et d'explorer maintenant la relation entre le corps et le microbiote. Je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est devenu une nouvelle obsession. Donc, au NIH, j'ai pu développer un laboratoire qui a exploré, je suis désolée, il y a un petit problème de formatage, mais c'est pas grave, qui a exploré plusieurs types de questions. La question, en fait, c'est de comprendre comment le système immunitaire fonctionne au travers des organes, mais aussi comment le système immunitaire est contrôlé par notre microbiote, ces microbes qui vivent à l'intérieur et à l'extérieur de nous, comment notre système immunitaire est aussi régulé par l'alimentation. Je vais vous montrer en fait des exemples dans ma présentation à quel point l'alimentation peut avoir un rôle très très puissant sur notre système immunitaire, mais aussi de comprendre comment des infections, parfois des infections passées, peuvent changer la trajectoire de notre système immunitaire. Et en fait, on le sait tous aujourd'hui, au travers du Covid, les infections peuvent avoir des traces, des conséquences à long terme. Et en fait, ça a été une thématique qu'on avait explorée depuis une vingtaine d'années, qui est de comprendre comment certaines infections peuvent changer la trajectoire du système immunitaire et entraîner la personne, l'hôte, vers des systèmes d'inflammation. Donc ces grandes thématiques, en fait, sont devenues des thématiques que nous avons portées de façon collective dans le laboratoire avec des jeunes scientifiques qui venaient du monde entier et qui ont exploré ces questions avec moi au travers du temps et qui sont tous, au travers du temps, devenus eux-mêmes chefs de laboratoire aux États-Unis mais aussi dans d'autres pays. Et puis, à la fin de cette longue trajectoire aux États-Unis, je crois que je suis restée 27 ans aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de revenir à l'Institut Pasteur, qui était donc ma première maison, d'abord en Algérie, où j'ai vraiment commencé ma carrière à l'Institut Pasteur d'Alger, puis à l'Institut Pasteur de Paris, et puis quelque part, je me dis, tiens, je retourne en fait dans une sorte de maison, et donc j'ai pris la tête de l'Institut Pasteur de cette année, en janvier de cette année. Alors je pense que ce serait peut-être une opportunité, puisque justement on a parlé de collaboration,
et peut-être de comment on pourrait justement travailler ensemble et peut-être trouver des façons en fait d'interagir entre notre université et l'Institut Pasteur. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'Institut Pasteur, puis après, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à continuer la conversation. Alors, qu'est-ce que l'Institut Pasteur? Donc, l'Institut Pasteur a été créé il y a maintenant 140 ans par Louis Pasteur. Et Louis Pasteur était un être assez intriguant parce qu'il était en fait très moderne dans sa conceptualisation de la science. Et il avait compris, avant beaucoup de gens, que pour faire de la recherche qui avait un rôle sur la société, il fallait contrôler le système, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait pouvoir de la découverte et transformer ces découvertes en produits. Et il l'a fait au sein d'un seul institut privé qu'il avait constitué, donc il est allé faire du fundraising, il a cherché de l'argent en fait, partout. Il a créé un institut privé qui faisait de la recherche fondamentale vers l'appliqué. Et dans le même institut, il y avait découvertes, produits et traitements. Et en fait, ce concept, justement, qui était à l'époque très moderne, parce qu'en fait, avant, la science était séparée de l'application, a été un nouveau modèle qui a été en fait multiplié au travers du monde par plein d'autres instituts. Par exemple, l'Université de Rockefeller aux États-Unis a été vraiment créée sous le modèle d'Institut Pasteur. Et puis, Louis Pasteur avait en fait compris que la science n'était pas une science qui appartenait à un pays ou à un être humain, c'était une science qui était globale. Et en fait, il avait envoyé ses meilleurs étudiants partout dans le monde pour créer d'autres instituts Pasteur, notamment en Algérie et ailleurs, où les découvertes les plus importantes du monde ont été faites sur les maladies infectieuses. Les agents qui causent les plus grandes maladies au monde ont été découverts dans le contexte de ce network de scientifiques, non seulement à Paris, mais aussi dans le monde entier et aussi en Amérique. Donc c'est une fondation privée qui est indépendante, ce n'est pas le gouvernement. Et l'ambition, bien entendu, c'est de faire de la recherche qui est au service de la santé humaine. Donc en fait, c'est un institut qui reste très très porté sur la découverte pour la santé humaine. Donc il y a à Paris aux alentours de 3000 personnes qui travaillent, dont 123 unités de recherche, et autour à peu près 2000 chercheurs, c'est dans l'Institut Pasteur de Paris, avec beaucoup de plateformes technologiques. Il y a énormément en fait, de plateformes de très haut niveau qui permettent de travailler sur plein de types de pathogènes, mais aussi de la recherche fondamentale, avec des facilités qui permettent de travailler sur des organismes qui sont dangereux, qui permettent par exemple d'aller au niveau de pour travailler sur des maladies infectieuses, par exemple. Et il y a une chose aussi pour laquelle je suis très fière, c'est que là, ce qui est passé, c'est un petit écosystème du monde avec 110 nationalités sur le campus. Donc des étudiants qui viennent du monde entier, dont beaucoup d'Algériens. Donc je suis très fière de ça aussi, qui sont en fait représentés sur le campus de Pasteur. Et puis le Pasteur est aussi reste en fait affilié ou associé à Next Network, avec justement tous ces instituts dans le monde entier. Certains sont associés directement à Pasteur, d'autres en fait sont des collaborations comme avec Pasteur, on a une supervision totalement indépendante. J'aimerais pouvoir ajouter le PSIPO ici. Donc en fait, nous avons beaucoup de partenariats qui existent dans le monde entier, avec beaucoup d'universités et d'autres instituts. Et j'espère un jour pouvoir ajouter cette magnifique université à cette. Donc l'Institut Pasteur est connu bien entendu, en particulier pour les maladies infectieuses, travaillant en fait sur la relation beaucoup entre l'hôte et les microbes, que ce soit des relations positives, comme le microbe par exemple, mais aussi bien entendu sur toutes ces interactions négatives, avec plus de 70 pathogènes qui sont explorés au niveau de Pasteur, et plus de 80% des chercheurs dans le campus qui travaillent sur les maladies infectieuses, ce qui fait en fait de Pasteur le centre de recherche le plus grand au monde en maladies infectieuses. Et puis on travaille bien entendu sur tout l'écosystème, que ce soit la surveillance, le modeling, des essais, on a beaucoup en fait de gens qui font du data analysis, on fait des modeling, on utilise beaucoup de mathématiciens, de gens qui font de la physique même, qui travaillent à Pasteur, beaucoup de technologie. Donc en fait, ce n'est pas simplement des biologistes, c'est en fait des gens qui viennent du monde entier de la recherche. Mais ça n'est pas simplement ça, Pasteur est aussi un environnement dans lequel il y a beaucoup de recherche qui est en fait au travers des recherches. Avant, les sciences étaient séparées. En fait, la microbiologie était toute seule, l'immunologie était toute seule, la neuroscience était toute seule. En fait, tout ça, c'est en fait avec la science, la réalité. C'est là que la microbe arrive dans notre corps, c'est une connexion là. C'est un système entier. Et en fait, de plus en plus, la recherche maintenant intègre tous les domaines de recherche et en fait associe l'immunologie avec la neuroscience, avec la microbiologie pour travailler d'une façon beaucoup plus intégrée pour comprendre comment le système répond à une infection.
Et ça fait vraiment partie des forces de Pasteur dans lesquelles justement on intègre beaucoup de domaines de recherche et les gens peuvent travailler au travers de domaines de recherche les questions ensemble. Et comme je le disais, ce n'est pas simplement des biologistes, nous avons de plus en plus de gens qui font du AI à Pasteur, on a de plus en plus de functional biologistes et d'autres spécialités. Donc, il y a aussi à Pasteur donc, 4 missions fondamentales. La première étant la recherche, celle que tout le monde connaît, mais il y a aussi l'innovation, qui vient vraiment de la tradition pasteurienne. L'éducation, je reviendrai là-dessus, qui est une mission très très forte de Pasteur. En fait, nous formons énormément d'étudiants tous les ans, que ce soit en master, en PhD, ou bien après leur thèse. Donc c'est vraiment un environnement de recherche avec beaucoup d'étudiants sur le campus. Et puis on a aussi une fonction de public health, c'est-à-dire en fait de surveillance. À Pasteur, il y a des centres de référence pour 19 des pathogènes les plus importants en France. Il y a des marches, des séquençages, et en fait, l'alerte qui sert en fait à la société pour dire quand il y a des épidémies ou des que ce soit de E. coli, salmonelle, etc. Donc c'est vraiment une fonction très intégrée. Donc comme je vous l'ai dit, Pasteur est vraiment chevronné de l'informatique, est un environnement qui est très porté vers l'éducation. Et en fait, c'est une mission très forte de l'Institut Pasteur, dans lequel nous formons, tous les ans, il y a au moins 400 étudiants par an en PhD à Pasteur. Et puis, il y a des étudiants qui sont partis dans le monde entier, qui ont été fermés par Pasteur et qui, en fait, restent depuis des années formidables de cette entreprise. Donc, une mission importante de Pasteur et l'éducation, je dis ça à tous les étudiants présents, rappelez cet endroit, c'est un endroit dans lequel on peut aller continuer à faire sa recherche, faire sa thèse et continuer, en fait, d'explorer, en fait, sa carrière. Donc, je pensais en fait passer un petit peu de moment de temps à parler avec vous de la recherche que j'ai pu faire, et puis peut-être avoir une conversation avec vous après sur ces thèmes si ça vous intéresse. Donc, je ne vais peut-être pas parler de tout ça, mais je pensais qu'une chose qui pourrait être intéressante de discuter avec vous, c'est vraiment le microbiote et le travail que nous avons fait, un petit summary du travail qu'on a fait sur le rôle du microbiote dans le contrôle du système immunitaire. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote, ce sont ces microbes qui vivent en nous, sur nos yeux, sur notre peau, dans nos poumons, dans notre intestin. Et en fait, si vous pensez à vos gènes aujourd'hui, sachez que vos gènes, ce serait ce petit point rouge-là. Et ça, le grand rond qui est là, ce sont les gènes qui sont dans le microbiote. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de gènes dans nos microbes autour de nous que dans nous-mêmes. En fait, il y a plus de cellules qui viennent des microbes en nous que nos propres cellules. Alors j'avoue que des fois, ça nous rend un peu humble de se dire, en fait, finalement, on est une enveloppe pleine de microbes. Et ces microbes, en fait, sont absolument extraordinaires parce qu'en fait, ils sont nos alliés. Ils ont évolué avec nous et ils nous aident, et je vais vous expliquer comment, pour vraiment fonctionner. Donc ces organismes, en fait, sont acquis à la naissance, au travers de la naissance avec la mère. Et puis, on continue à développer ce microbiome quand on devient adulte. Grand changement quand on devient un adulte par rapport à l'adolescence, par exemple. Et puis, en fait, ces microbiotes continuent à fonctionner au travers de nos corps et vous expliquer les différents types de fonctions. Donc, les gènes qui sont présents dans son microbiote sont extrêmement flexibles. Nos gènes sont fixes, mais nos gènes, nos microbes peuvent changer. En fait, c'est une force d'adaptation que nous avons avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas changer nos gènes, mais en changeant le type de microbe, on peut changer les fonctions dans notre corps et en fait ajuster notre physiologie. Donc en fait, ces microbes nous ont aidés à nous adapter à des changements d'environnement, à des changements de nutrition, à des infections, etc., etc. Donc ils sont des alliés. Et puis au travers des 15 dernières années, il y a eu vraiment énormément de découvertes au travers du rôle du microbiote qui a montré que le microbiote avait beaucoup de rôles. D'abord, ces microbes, qui sont des virus, des bactéries, des protozoaires, des fungi, qui sont dans nos intestins, sont très importants pour la digestion. En fait, on ne pourrait pas fonctionner, on ne pourrait pas être vivant sans ces microbes. Ils nous permettent, par exemple, en fait, de produire des vitamines. Ils nous permettent aussi d'extraire des nutriments de la nourriture. Ils sont aussi responsables de la fermentation. Et cette fermentation donne des produits qui sont extrêmement importants pour la santé humaine. Mais ce n'est pas simplement ça. Ils sont aussi importants pour le métabolisme. Il y a eu des études extrêmement intéressantes dans lesquelles ils ont pris des jumeaux. Et ça avait été fait par Jeff Gordon aux États-Unis. Ils sont des jumeaux exacts, dont un était obèse et l'autre était en fait très maigre. Ils ont pris en fait le microbiote du jumeau qui était obèse
et le microbiote de la personne qui était très mince, et ils ont transféré des animaux qui n'avaient pas de bactéries, qui sont anzémiques, germ-free, et ils ont transféré le phénotype. Donc juste le microbiote était capable de transférer un gain de poids à un individu. Juste le microbiote. Ce qui ne veut pas dire que la nutrition n'a pas de problème. Mais le microbiote, lorsqu'il est dérégulé, peut accentuer des problèmes métaboliques. Des travaux extrêmement intéressants qui sont en train d'émerger récemment, c'est le rôle du microbiote dans les changements de comportement. Ça avait été au départ fait dans des animaux très simples, comme des insectes par exemple, bien ciéléganes, etc. Et doucement, ils se sont rendus compte que ça se passe aussi chez les mammifères. Ça ne peut pas être prouvé, bien entendu, chez l'homme encore, mais chez les mammifères, certains types de microbes peuvent en fait changer l'anxiété, peuvent changer en fait le comportement. Et ça, c'est en fait extrêmement intriguant de penser justement que le microbiote, une dérégulation du microbiote peut accélérer les processus d'anxiété et les processus de développement du comportement. Donc en fait, ces microbes sont vraiment une partie intégrante de ce que nous sommes. Nous sommes intégrés avec ces microbes et notre fonction, notre physiologie est contrôlée par ces microbes. Et puis, le travail dont je discute avec vous aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est le rôle du microbiote dans le système immunitaire. En fait, le microbiote est démontré comme étant un des éléments fondamentaux pour que le système immunitaire fonctionne de façon adéquate. Alors pourquoi c'est si important d'avoir un microbiote qui est en parfaite harmonie avec notre corps? Parce qu'en fait, les études qui ont démontré qu'une interruption du microbiote tôt dans la vie, et ça avait été fait notamment par une grande étude au Canada, dans lequel ils ont regardé des enfants à qui on avait donné trop d'antibiotiques à la naissance et d'autres à qui on n'en avait pas donné. Et en fait, ils ont pu démontrer qu'une interruption du microbiote très tôt avait des conséquences à long terme. Et ça a été bien entendu démontré de façon très visible au niveau expérimental. Et en fait, de façon clinique, ça a été maintenant de plus en plus démontré au niveau de l'obésité, au niveau de l'inflammation. Une interruption de la relation entre le microbiote très tôt dans la vie peut créer vraiment des trajectoires négatives chez l'enfant, que ce soit l'inflammation ou que ce soit la prédisposition à des problèmes métaboliques. En fait, la question suivante, parce qu'il y a des éléments dans le lait qui solidifient et qui consolident ce microbiote qui est très important pour la santé. Et puis, le microbiote, il y a un autre élément qui est très important pour le microbiote, c'est que la nutrition, celle que l'on a tous les jours, en fait, a un rôle très important sur le contrôle du microbiote qui, à son tour, a un rôle sur le système immunitaire. Donc en fait, le premier médicament que vous prenez tous les jours, sans savoir, c'est vraiment ce que vous mangez. Ce que vous mangez est capable de changer de façon extrêmement précise le type de microbes avec qui vous vivez et leur fonction, et permet justement de changer votre physiologie. Et je vais vous montrer un petit exemple rapide ici. Et ça, c'est une étude qu'on avait faite maintenant il y a quelques années au NIH. Et au NIH, on a eu l'opportunité d'avoir des gens qui sont venus à l'hôpital, donc c'était un centre de recherche à l'hôpital, ils sont restés pendant 6 semaines à l'hôpital, c'est des individus sains, qui n'étaient pas malades, mais ils ont fait un essai dans lequel ils ont changé leur nutrition. Donc ils mangeaient tout à fait normalement, et puis ils ont essayé de manger, c'est dans un essai clinique, une nourriture qui s'appelle végane, c'est-à-dire en fait pas du tout de protéines animales, ou bien de manger du kétogénique, c'est-à-dire dans lequel il y aura beaucoup de lipides et très très peu de sucre. Donc c'est des diètes que les gens utilisent. Et ça a été fait pendant 6 semaines, et chaque individu a pu être dans une diète ou dans l'autre, et en fait avec un changement. Et ce qui a été en fait absolument surprenant, c'est que 2 semaines de changement de nutrition a complètement changé le système immunitaire des gens. Et ce qui était étonnant, c'est que les 2 types de diètes ont changé le système immunitaire de façon différente. Donc avec le kétogénique qui a augmenté certains aspects du système immunitaire, notamment les lymphocytes B, les lymphocytes T, c'est-à-dire la réponse adaptive, et la réponse végane qui a augmenté les systèmes de défense antivirale et les systèmes immuns. Donc je ne vais pas vous dire quel type de nutrition on rend, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point la nutrition, en fait, quelque chose qu'on n'a pas forcément intégré, cette chose que nos parents ou nos grands-parents nous ont dit de faire tellement attention. Ils avaient raison. Qu'en fait, la nutrition, la qualité de ce qu'on mange a un rôle profond dans notre physiologie et peut agir directement sur notre microbiote qui, à son tour, peut vraiment agir sur le système immunitaire. Donc, au travers des années, nous avons continué à explorer cette question et cette relation absolument fascinante entre le microbiote et le système immunitaire. Et ça nous a permis justement de découvrir que sans le microbiote, nous étions vulnérables aux infections.
et qu'il fallait un microbiote intact pour être capable de se défendre au travers de système immunitaire. Au travers d'études collaboratrices, mais aussi de nouvelles études qui avaient été faites par d'autres, il a pu être démontré que la présence d'un microbiote dans l'intestin était nécessaire pour une réponse optimale au vaccin. Donc en fait, d'avoir un microbiote qui est dérégulé peut diminuer la qualité des vaccins. Et puis il y a du travail très intéressant qui est fait en ce moment, notamment par Laurence Vogel en France et bien d'autres, qui démontre qu'en fait, le type de microbiote présent chez un individu peut en fait accélérer et augmenter la réponse aux immunothérapies. Alors, qu'est-ce que c'est que les immunothérapies? Les immunothérapies, c'est une nouvelle classe de médecine contre les cancers qui utilise le système immunitaire. Et en fait, il a été démontré que d'avoir un microbiote qui soit capable, qui soit plus actif, était capable d'augmenter la réponse. Et je vais vous donner un exemple. Une étude a été faite récemment sur des patients qui ne répondaient pas au mélanome. Et ils ont pris le microbiote de gens qui répondaient au mélanome, ils ont transféré ce microbiote à des gens qui ne répondaient pas, et ils ont restauré la réponse, montrant qu'en fait, un changement de microbiote peut, dans certains cas, devenir un adjuvant qui permet de répondre mieux à des traitements contre les cancers. Mais bien entendu, la réponse avec le microbiote n'est pas toujours une réponse positive, et ces microbes qui vivent en nous peuvent devenir des ennemis. Ça va se produire dans le cas, par exemple, de la maladie de Crohn, ou bien le problème inflammatoire, dans lequel le système immunitaire n'est plus capable de dissocier ce qui est le bon et le mauvais et commence à attaquer ces microbes. Et lorsque le système immunitaire le fait, il commence à créer des inflammations et commence à créer en fait des dégâts sur le tissu. Donc d'avoir un microbiote qui n'est pas en fait inflammé, qui n'est pas en fait en réponse positive avec le système immunitaire est très important. Et dans le système inflammatoire, souvent, le système immunitaire devient capable d'attaquer le microbiote, ce qui devient un problème sérieux pour l'individu. Donc je vais vous parler en fait un peu d'un travail qui avait été fait en particulier, parce qu'on pense moins à ce type de microbiote. On pense beaucoup au microbiote de l'intestin, celui sur lequel nous continuons à travailler. Puis il y a aussi le microbiote de la peau. La peau, en fait, contient son microbiote. Et ce microbiote, il n'est pas simplement sur la surface de la peau, il est à l'intérieur. Il est dans les follicules pileux, dans les glandes sébacées. Et à l'intérieur se logent des petits microbes, très peu, mais qui sont très puissants. Et ça avait été fait, en fait, ce travail a été fait par une étudiante dans mon laboratoire, Chirinaï, qui est venue dans mon laboratoire avec l'idée justement de travailler sur cette question. Et souvent, les meilleures idées que l'on a, ça vient d'un étudiant qui vient dans votre laboratoire avec une question. Et elle avait démontré, donc, dans le laboratoire, que le microbiote de la peau était nécessaire pour le contrôle de l'immunité de la peau. Ce n'est pas simplement dans l'intestin, ce n'est pas simplement dans les poumons, mais le microbiote de la peau est important. Et donc en fait, au travers du temps, on a pu démontrer que c'était absolument fascinant parce qu'en fait, différents types de microbes pouvaient faire différents types de fonctions. Donc en fait, en fonction du type de microbe qu'on utilisait, on pouvait changer l'unité de la peau d'une façon très précise. Avec certains microbes qui allaient augmenter certains types de cellules, d'autres microbes qui allaient augmenter d'autres cellules. Donc en fait, comme s'il y avait un langage très particulier entre le microbe de la peau et différents types de cellules immunitaires. Et ça, tout d'un coup, ça ouvre les portes pour nous de se dire, tiens, est-ce que peut-être le microbiote peut devenir une façon aussi d'être un médicament, une thérapie pour certains types de pathologies? Au travers du temps, donc Chouli maintenant a son propre laboratoire et a continué sa recherche dans son propre laboratoire, où il continue cette recherche. Et puis d'autres chercheurs sont venus dans mon laboratoire et ont continué à explorer cette question. Et ils ont découvert quelque chose de très intriguant. Ils ont découvert que lorsqu'on avait un nouveau microbe, et en fait on a tout le temps de nouveaux microbes, lorsqu'on serre la main de quelqu'un, lorsqu'on change d'environnement, de nouveaux microbes viennent devenir des habitants de notre peau ou dans notre intestin. Lorsqu'on a un nouveau microbe, le système immunitaire les reconnaît et développe des réponses immunitaires contre ces microbes. Mais ce n'est pas des réponses immunitaires agressives, c'est des réponses immunitaires qui sont très homéostatiques, qui ne sont pas inflammatoires. Donc c'est lymphocytes qui sont spécifiques du microbiote, vont dans la peau, et en fait s'assoient dans la peau. Et au niveau de la peau, ce qu'ils font, c'est qu'ils communiquent avec l'environnement, produisent des cytokines qui augmentent la capacité du tissu à être plus résistant aux infections. Donc ça, c'est le travail qu'a fait Chouli. Ce qui a été démontré par d'autres chercheurs dans mon laboratoire, c'est que ces lymphocytes, ils sont extrêmement malléables, ils peuvent changer de fonction. Donc, ils sont capables de protéger contre d'autres infections, mais ils sont aussi capables de changer de fonction et de devenir capables de réparer le tissu. Donc, en fait, c'est une immunité qui est très, très intéressante dans laquelle le microbiote stimule le système immunitaire pour des défenses antimicrobiennes et en même temps pour la régénération tissulaire.
Et pour les médecins qui sont présents dans cette salle, vous le savez tous, la régénération tissulaire est un élément fondamental de la survie humaine et qui est un élément qui est souvent un gros problème médical. Et il a moi-même en fait démontré, ça c'est le travail développé par Michel, qui est gouverneur sur le laboratoire aujourd'hui, que cette réflexe est capable de régénérer les nerfs. Et qu'en fait, lorsqu'il y a une destruction des nerfs, le microbiote, au travers de son action épistème immunitaire, peut régénérer les nerfs. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu plus ça. Donc, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous allez sur un petit peu de science. Ça va? Vous arrivez? Je vais parler un petit peu plus de ce projet, c'est primant. Donc Michel, avant qu'il ait son propre laboratoire, dans lequel il continue ce type de recherche, était très intéressé par la régénération tissulaire. Mais lorsque l'on pense à il faut en fait reconstruire le tissu. Et souvent, lorsque l'on fait travailler sur une cellule à la fin, regardez comment les ganglions sont construits, comment les nerfs sont construits, comment la vasculature sont construits, mais le corps a besoin de toute la régénération. Donc en fait, Michel a postulé que le microbiote, parce qu'il avait coévolué avec nous, était capable d'induire une réponse qui induisait une réponse cohérente de régénération tissulaire intégrée avec tous les systèmes intégrés à temps. Et donc, il a développé des outils pour regarder ce qui se passait au niveau de la peau. Et là, c'est très intéressant, c'est un système expérimental, c'est un animal, dans lequel les cellules nerveuses ont été, il y a le engineer, dans lequel les cellules nerveuses sont en violet, vous les voyez là. Et vous voyez en jaune les cellules lymphocytaires qui sont spécifiques du microbiote. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ces cellules jaunes, et on voit ça au travers d'un microscope, qui permet de visualiser un animal vivant. En fait, l'animal est complètement vivant, il est sous un microscope, et on visualise les cellules qui bougent dans le corps. Et ce que vous pouvez voir au travers de ça, c'est que ces lymphocytes sont en contact avec les nerfs. Et ça a permis en fait à Michel justement de poser cette question du rôle de ces lymphocytes dans la régénération des voies. Et donc, ce qu'il a démontré, c'est qu'en fait, si on utilise certains types de microbiotes, et là il a utilisé un microbiote, le microbe Staphylococcus aureus, vous connaissez tous, qui oui peut causer de l'infection, mais qui est aussi présent dans une grande majorité d'entre nous, et qui n'est pas toujours infectieux, il a démontré que quand on le mettait sur la peau d'un animal, et qu'en fait on faisait une toute petite punch biopsie, un tout petit trou dans la peau de l'oreille, on voyait en fait en dessous une plus grande accumulation des lymphocytes, et je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez en fait que les nerfs qui sont venus au violet sont beaucoup plus denses dans celles du dessous, qui montrent qu'en fait que les nerfs se régénèrent de façon accélérée. Donc en fait, ça démontre que la présence de certains microbes sur la peau permet l'accélération de la régénération des nerfs. Ce qu'il a démontré aussi, et c'est pour les gens qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas immunologistes dans la salle, ignorer en fait le jargon, ce qu'il a démontré, ce que vous voyez ici, c'est cet implant de rôle. En fait, ce que vous voyez sur la première image, ce sont des nerfs avec une petite biopsie de la peau, et vous voyez en fait que les nerfs sont régénérés. Dans la deuxième, c'est lorsque le microbe a été présent. Vous voyez en fait une accélération de la régénération. Dans le troisième, ce que vous voyez, c'est lorsque les souris n'ont plus la capacité de monter les réponses lymphocytaires contre le microbiote. C'était une ingénierie qui nous permet de bloquer ce type de réponse. Et vous voyez qu'en quand ces lymphocytes ne sont plus présents, maintenant ce microbe n'est plus capable d'accélérer la régénération tissulaire. Ce qui montre qu'en fait, ce microbe, au travers de son action sur le système immunitaire, est capable d'accélérer la régénération des nerfs. Donc je vais passer ça. Donc en fait, le modèle que Michel a mis en place, c'est le modèle de l'exploit et le suivant. En fait, lorsque vous rencontrez de nouveaux microbes, lorsque vous avez, que ce soit à la naissance ou que ce soit lorsque vous êtes adulte et que vous savez la quelqu'un, etc., de nouveaux microbes arrivent. Et à chaque fois, votre système immunitaire les voit. Donc ils ne sont pas invisibles. Ce n'est pas parce qu'ils ne causent pas d'infection que le système immunitaire ne les voit pas. Il les voit et il développe une réponse immunitaire, mais une réponse immunitaire qui est très douce, qui ne cause pas d'inflammation. Ces lymphocytes vont dans la peau et ils s'attachent aux nerfs. Ce que vous pouvez voir là, c'est qu'en fait, ces lymphocytes, le TH17 ici, s'attachent aux nerfs. Et vous voyez en fait au milieu, ça c'est une autre image qui montre vraiment cette attachement aux nerfs. Et en fait, on a démontré un peu le type de molécule qui était utilisée par les nerfs pour attacher ces cellules. Lorsqu'il y a une lésion dans la peau, la première chose qui va se passer, c'est que vos microbiotes qui sont dans votre peau vont être libérés à l'intérieur de la lésion. Parce qu'en fait, il y a une rupture
voilà, une rupture. Les microbes rentrent dans la peau, et là, en fait, le système immunitaire peut les voir. Donc, lorsqu'il les voit, ces lymphocytes, maintenant, se multiplient. C'est ce qui se passe quand il y a des lymphocytes. Se multiplient. Et en même temps, les nerfs commencent à absorber les molécules qui sont produites par ces lymphocytes, et maintenant sont en train de s'engager dans le processus de régénération. Et en fait, ça permet la régénération de ces nerfs. Alors, pourquoi ce travail est assez intriguant et pourquoi Michel avait peut-être une très bonne idée? C'est parce que la régénération des nerfs est très importante pour plein de raisons. Les médecins le savent. En fait, d'avoir une destruction des nerfs peut être irréversible. Mais les nerfs aussi sont plus que simplement la sensation. Ils sont là aussi parce qu'ils servent de trame pour la reconstruction du système. Avec les nerfs, on peut régénérer le reste, la vasculature, l'épithélium, qui servent en fait comme de nappe pour que tout le reste se régénérer. Donc en fait, que le microbiote induit la régénération des nerfs permet la régénération tissulaire, et c'est une petite question que Michel est en train d'explorer dans son propre laboratoire maintenant à Mont-Saint. Donc en fait, c'est pour vous donner un petit résumé en fait, de quelques années de travail sur cette relation entre le microbiote et le système immunitaire. Lorsqu'on pense au système immunitaire, on pense souvent défense, on pense souvent attaque. Mais le système immunitaire, c'est plus que ça. C'est aussi quelque chose qui nous permet de dialoguer avec notre microbiote d'une façon très positive. Et lorsque cette relation entre notre microbiote et notre système immunitaire est harmonieuse, on a un système de physiologie qui est très très positif et qui peut vraiment permettre de se protéger contre les infections et d'engager dans la réparation tissulaire. Et en fait, ça se passe au niveau des systèmes de défense, de la régénération de l'épithélium, mais aussi du système immunitaire. Et là, je voulais juste en fait faire un petit tour sur un papier qui a été publié par cet étudiant dont je vous ai parlé. C'est pour ça que je lui ai donné ce tour, parce qu'il parle d'une trajectoire de vie. Cet étudiant qui est dans mon laboratoire, qui avait fait cette découverte du rôle du microbiote de la peau, a maintenant son propre laboratoire et a fait sa propre découverte pour montrer que l'IL-17, une molécule produite par les lymphocytes, est capable d'induire la régénération tissulaire de l'épithélium. Donc en fait, on peut voir que cette étudiante a fait elle-même son trajectoire de vie et maintenant son propre laboratoire pour continuer ses propres questions. Mais en fait, ça ouvre une autre porte qui est en fait d'observer ce que font les microbes nous donne maintenant de nouvelles avenues thérapeutiques. Parce que maintenant, cette molécule que nous avons découvert et que Schwig a aussi découvert peut devenir maintenant un target peut-être pour la régénération des tissus. Et c'est une piste que nous sommes maintenant en train d'explorer de comment on peut prendre avantage de cette découverte qui a été faite au travers d'une recherche vraiment d'exploration, comment ces molécules maintenant peuvent être utilisées comme base thérapeutique pour en fait induire une régénération des tissus. Et en fait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant dans le domaine de la recherche du microbiote, c'est qu'en fait, ils deviennent vraiment des outils fabuleux de découverte qui permettent de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Alors, il y a bien entendu ce qu'on appelle le microbial transplant, qui se base par exemple des infections assez difficiles, Clostridium difficile, qui est une infection létale, chronique, peut être traitée entièrement par le transfert de microbiote. Et en fait, ça a été montré pour en fait guérir 96% des cas de gens qui sont infectés avec ces difficiles. Donc ça, c'est une des approches qui est utilisée aujourd'hui. Et en fait, maintenant, il y a même des composantes de microbiote qui sont vendus en capsules qui peuvent être prises en fait dans cette outil. Il y a aussi des prébiotiques, c'est-à-dire utiliser des molécules qui peuvent nourrir un type de microbiote que l'on veut. Et c'est une approche qui est beaucoup utilisée en ce moment pour justement entraîner les microbes dans la bonne direction. Et puis, il y a maintenant aussi des études dans lesquelles on est en train de transférer des communautés de microbes très particulières. Par exemple, dans le contexte de la réponse au cancer, il y a de plus en plus d'études cliniques dans lesquelles ils utilisent des composés microbiens pour essayer de savoir si on peut pousser la réponse immunitaire de façon clinique. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont très intéressants, c'est qu'en fait, comment on peut aussi transformer ces microbes comme étant des véhicules pour transporter des molécules. Et en fait, de plus en plus, il y a de l'ingénierie qui est faite pour transformer ces bactéries, pour produire des molécules dans le site, notamment dans l'intestin. Et puis finalement, il y a une découverte extraordinaire qui se fait aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des chimistes ici, mais il y a vraiment une découverte extraordinaire de produits naturels produits par les bactéries qui deviennent des agents thérapeutiques. Parce que ces bactéries, en fait, produisent des molécules extraordinaires. Ils ont des neurotransmetteurs qui sont produits par les bactéries, ils ont des molécules qui dirigent le système immunitaire. Donc en fait, il y a toute une série de scientifiques qui sont en train de découvrir des molécules qui viennent des bactéries comme des agents thérapeutiques. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour beaucoup de gens. Et j'espère que certains d'entre vous pourront aussi explorer cette question dans le futur. Voilà, je vais terminer en disant merci à tous ces gens absolument magnifiques
qui m'ont rejoint, c'était mon laboratoire il y a quelques temps, venus du monde entier. La science, c'est une science internationale. La science appartient au monde, elle nous appartient à tous. Et en fait, on ne fait une telle science que lorsque nous faisons tous ensemble. En fait, j'ai eu le privilège de travailler avec des gens du monde entier. Il y avait 2 ateliers dans le laboratoire à moi, je suis très fière de ça. Voilà. Donc, voilà, ce qui veut dire en fait que la science, c'est vraiment quelque chose dans lequel ça dialogue, les gens du monde entier qui confrontent leurs idées, et qu'en fait, on est capable de grandir pour être très divers, notamment en science, c'est extrêmement important. Et puis, bien entendu, une science, un petit peu pas seule, c'est plus qu'un village, c'est une ville de gens, de collaborateurs, travailleurs du monde. Et puis, bien entendu, je suis très heureuse aujourd'hui de recommencer cette aventure à l'Institut Pasteur, dans lequel donc, je dirige l'Institut Pasteur, mais je suis en train de reconstruire un autre laboratoire, de continuer ma recherche, et en particulier, nous sommes en train de changer complètement les directions pour aller beaucoup plus sur les thématiques associées à la mère et l'enfant, et notamment de comprendre la santé de la mère et la santé de l'enfant, et les conséquences d'infection sur cette diade qui est extrêmement importante. Voilà. Donc, je vais vous remercier immensément pour votre patience et pour votre attention. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. S'il vous plaît, j'ai une question. La malnutrition est une des causes que vous défendez activement. Alors, la malnutrition, c'est plusieurs choses. C'est la sous-nutrition ou la surnutrition. Dans ces 2 cas, en fait, on appelle ça la malnutrition. Si on parle de la sous-nutrition, donc bien entendu, il y a beaucoup d'éléments. Donc quand il y a une malnutrition, il n'y a pas assez d'énergie, bien entendu, donc, qui est nécessaire pour le système immunitaire. Mais plus que ça, il y a des molécules produites par la digestion en fait, des microbes qui sont capables d'agir directement sur le système immunitaire. Par exemple, ce qu'on appelle les short chain fatty acids, qui sont des dérivés du microbiote, sont nécessaires pour l'action des immunités, par exemple. Donc en fait, la malnutrition peut agir à quelque chose qui n'est pas simplement l'énergie qui est nécessaire pour le système immunitaire, mais aussi parce que certaines molécules produites peuvent aller directement agir sur les lymphocytes, sur les macrophages, sur les épithéliums. Donc en fait, c'est absolument catastrophique parce que justement, le système immunitaire se collapse complètement et c'est détruit. Donc en fait, la malnutrition a un effet immédiat sur le système immunitaire et on le sait. Justement, les gens sous vaccins sont extrêmement atteints et en fait, c'est des infections. Donc, il y a un lien absolument dramatique entre la malnutrition et la diminution du Je vous remercie pour cette conférence. Je vous présente Mr. Ihlam, master 1, étudiante en master 1 immunologie à l'université Abou Bakr Belkhaï de Tlemcen. En entendant ce bon que l'intestin est considéré comme un deuxième cerveau. Que signifie cette expression et quel est le rôle de microbiote relié avec l'intestin? Alors, c'est très intéressant cette idée de l'intestin comme un deuxième cerveau. D'abord, il a montré que l'intestin avait ses propres nerfs. Donc en fait, il y a des nerfs qui sont autonomes, qui sont vraiment capables d'agir localement. Et puis, il y a une connexion entre ces nerfs et le cerveau. Donc en fait, c'est là où on vient justement ces problèmes d'anxiété, de sérotonine par exemple, qui sont contrôlés par le microbiote. Le microbiote change le niveau de sérotonine, qui ont un effet fondamental justement sur notre système nerveux. Donc en fait, non seulement l'intestin a son propre cerveau lui-même, parce qu'il y a des nerfs autonomes qui fonctionnent indépendamment du cerveau, mais il y a aussi ce lien constant entre ces... Donc il y a de plus en plus d'évidence que le type d'inflammation, et je pense que les gens le savent, quand on a des problèmes inflammatoires, on a aussi des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression. Il y a vraiment une connexion directe entre l'inflammation de l'intestin et les problèmes de comportement, d'anxiété notamment, et de dépression. Good afternoon, Professor. I'm Khayra Abdulakhtar. I'm a third student. My first major is immunology from University of Baghdad. I wanted to ask a question, but first, let me thank you for giving us the chance to share with us this valuable information.
And for my question, it's about dysbiosis. As we know, dysbiosis is characterized by disruption for the microbiome resulting in imbalance in the microbiota, changes in the functional composition and metabolic activities, or shifts in the local distribution. And my question is, how could dysbiosis affect the functions of our immune system and the tolerance of microbiota? Thank you. Yeah, so je peux répondre en English, right? Donc la dysbiose intestinale, enfin la dysbiose, c'est en fait un processus effectivement écologique. Donc en fait, le microbiote, c'est un écosystème. Donc en fait, quand il est en imbalance, comme dans un écosystème, une forêt, notre environnement, il devient en fait énormément chaotique. Donc ce chaos, en fait, crée en fait énormément de stress sur le système. Donc en fait, cette dysbiose a des effets très négatifs, mais des effets aussi qui sont erratiques. C'est pas en fait, on ne peut pas dire que la dysbiose va toujours avoir le même effet, mais ça veut dire que le système est constamment en flux. Donc en fait, la dysbiose, c'est un problème dans lequel le système devient beaucoup plus réactif et beaucoup plus chaotique, et donc beaucoup plus inflammatoire. Donc ça a un effet négatif sur le système immunitaire en créant justement des spikes, et en créant justement une réactivité de plus en plus agressive, et c'est là où on commence à reconnaître le microbiote, et on commence à l'attaquer. Donc la dysbiose peut aussi devenir, maintenant le microbe devient visible d'une façon agressive, et devient également un enjeu et le système immunitaire ensuite continue à accélérer la dysbiose. Donc après ça devient une lutte négative, et qui en fait a beaucoup de mal à se réparer. Étudiante en licence immunologie. Je l'honneur de voir parmi nous ici, à Tlemcen. J'ai une question. Serait-il possible aussi de moduler les réponses TH à l'aide des acides gras à courte chaîne dans le cadre de l'asthme allergique chez les enfants? Merci. C'est une très bonne question. Donc en fait, c'est des acides gras de chaîne, les chaînes fatty acides, qui sont vraiment un des gros produits du métabolisme du microbiote, a été démontré comme une espèce d'élément miracle qui agit sur beaucoup d'éléments. Et en fait, c'est un des outils utilisés par le microbiote pour agir sur beaucoup d'éléments de la santé. Donc, est-ce que ça peut aider les enfants? Je ne sais pas, mais en tout cas, expérimentalement, oui. De façon expérimentale, lorsque l'on prend des animaux qui ont en fait une absence de microbiote et qu'on donne ces acides gras, on peut justement prévenir justement l'inflammation. Donc de se dire qu'un jour ça sera le type de traitement sur un enfant, il y a beaucoup d'éléments à savoir, on ne sait pas des souris, mais en tout cas expérimentalement c'est le cas. Et c'est exactement l'idée, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir forcément reconstituer un microbiote, mais si on peut utiliser les molécules que ce microbiote peut agir, peut-être qu'on peut justement accélérer la préparation de ce écosystème. Parce qu'en fait, les microbes, comme ils sont vivants, ils sont aussi un peu sauvages. Quand on en met dans un système, ils peuvent devenir en fait très chaotiques, mais les molécules elles-mêmes peuvent réparer les fonctions. Donc c'est exactement le type de thérapie qui est en train d'être développée, c'est de comprendre comment utiliser ces molécules pour le traitement et pour la prévention. Et justement, sur des enfants sur lesquels on donne beaucoup d'antibiotiques, il y aurait peut-être une nécessité de rajouter certains produits pour éviter justement que je me rappelle que ma grand-mère disait qu'il fallait prendre de la nourriture, c'est ça. Et on me rappelle là, et en fait, c'était exact, parce qu'on m'avait dit, la grand-mère, je savais qu'il fallait quand même confondre. Students looking from University of Malta Immunology field. First, I want to thank you for coming today and sharing your knowledge with us. It's really appreciated by all of us. One question is, how does the microbiota modulate expression of toll-like receptors in the immune cells? Alors, c'est une très bonne question. Donc, les toll-like receptors, c'est des molécules qui reconnaissent des produits microbiens. Et en fait, le microbiote communique au travers de ces toll-like receptors. Donc, en fait, il a besoin des toll-like receptors pour communiquer avec le système immunitaire. Donc, il ne les module pas spécialement, mais il les utilise comme mécanisme d'interaction au système immunitaire. C'est quand même une petite clé
les bactéries ont en fait des molécules qui sont à la surface, qui peuvent interagir justement avec le tiers, notamment tiers à tout, tiers à peau, etc. Donc c'est des molécules qui servent vraiment de bridge entre le système immunitaire et les microbes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالبة بالحجر هدايات، طالبة سنة ليسون، سنة ثالثة اختصاص إنتاج. Ça fait longtemps que je n'ai en anglais Je suis étudiante Belkharam Hidayat, étudiante en licence de la production digitale. Je suis une agronomiste. Question. Comment les microbiotes peuvent-ils être utilisés pour surveiller l'état des sols et du culture? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, on pense souvent au microbiote, on pense dans notre corps, mais le microbiote des plantes, et notamment le microbiote justement des racines des plantes, est fondamental dans l'agriculture. Et en fait, ça c'est tout un autre type de recherche qui est extrêmement importante, c'est que si on ne préserve pas ce microbiote de l'écosystème des plantes et des racines, en fait, les plantes sont très en danger. Donc il y a beaucoup de recherches justement pour savoir comment protéger et reconstruire cet écosystème qui est très en danger justement, notamment à cause des pesticides, à cause de la pollution, à cause des changements climatiques. Donc l'écosystème des plantes et le microbiote des plantes est un sujet de recherche très important pour la survie humaine. Parce qu'en fait, si ce microbiote n'est pas là, les plantes sont susceptibles des infections et ne grandissent pas. Donc en fait, il y a une recherche très importante, et j'espère que vous le faites dans votre école, sur justement les microbiotes associés aux plantes, notamment à ses racines et à l'origine des plantes. Je te fais. Bonjour madame, merci pour la présentation d'aujourd'hui. J'étais recommandée de participer à cette conférence et j'étais vraiment excitée d'apprendre plus sur ce projet parce qu'il me fascine vraiment. Vous avez abordé le sujet sur le microbiote maternel et son influence sur le fœtus. J'aimerais savoir, vu que le microbiote il a un rôle dans le développement du cerveau, ainsi que les fonctions cognitives et ainsi l'état psychologique des individus. J'aimerais savoir si c'est possible et comment c'est possible, s'il y a s'il y a une possibilité de renforcer la relation du microbiote maternel avec celui fœtal au niveau du développement nerveux et avant et après la gestion. Ça c'est un travail, qui se fait beaucoup notamment dans les pays de l'Europe, dans lesquels il y a des problèmes de malnutrition. Il y a une grande partie de recherche qui est beaucoup soutenue par la Gates Foundation, par exemple, dans lesquelles, justement, comment réparer cette relation. Parce que les microbes de la mère agissent beaucoup. D'abord, pendant la grossesse, les microbes de la mère, les molécules passent et vont dans le placenta. Donc, en fait, les microbes de la mère est perçu par le système qui se développe. Ensuite, à la naissance, le premier microbiome de l'enfant est celui de sa mère. Ensuite, il y a la lactation. La lactation a des molécules qui sont nécessaires pour nourrir et amplifier certains types de microbes chez l'enfant. Donc en fait, il y a 3 niveaux dans lesquels la mère contrôle. Donc on sait très bien que si la mère est dans une situation de difficulté, d'inflammation, de malnutrition, où il y a des problèmes de lactation, ça va avoir des conséquences à long terme. Alors justement, le travail qui est fait maintenant, c'est de savoir comment réparer quel des points.
Donc à quel moment il faut en fait être sûr que certains types de nutrition soient là, à quel moment en fait s'il y a un problème on ne peut pas, et c'est un travail énorme qui est en train d'être fait justement, de suivre des cohortes et de faire des essais dans lesquels en fait des restaurations, soit des restaurations du microbe, soit des types de prébiotiques, des aliments, soit certains types de sucre qui peuvent être donnés pour remplacer dans le lait. Donc en fait il y a beaucoup d'études en ce moment, c'est un travail qui est en cours, parce que justement les gens ne savent pas encore comment réparer. Les gens savent qu'il y a un problème, mais en fait, comment utiliser ça, c'est vraiment un problème de long sombre, mais qui va avoir des problèmes. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe tôt dans la vie est irréversible. Donc en fait, il faut vraiment qu'on ait une compréhension profonde de la relation entre la mère et l'enfant, de sa relation avec le microbe, pour être sûr que la trajectoire prise par l'enfant soit une trajectoire de santé. On sait aujourd'hui que nos enfants vivent plus longtemps, mais vivent tous inflammés, avec des allergies, de plus en plus de maladies inflammatoires. Donc en fait, on a un problème vraiment de système dans lequel on est de plus en plus sujet à des cancers tôt dans la vie. Donc en fait, on a un système beaucoup plus inflammatoire. Et une partie de ces problèmes sont générés très tôt dans la vie, pendant la grossesse et la naissance. Oui, pour tous l'étudiant, notamment j'ai eu beaucoup de questions d'étudiants hommes, donc et bien j'en ai plein qui ont posé des questions. Si vous voulez poser des questions, envoyez-moi un message, je vous promets que je répondrai. Et je continuerai peut-être une continuer la conversation après, mais avec grand plaisir d'utiliser avec des questions. Voilà, donc là, c'est maintenant la servir en bouche. Bonjour professeur, c'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et pour cela, vous profitez de deux petites questions, si c'est possible. Donc la première question, c'est concernant la transplantation du microbiote fécal. On parle actuellement de ça. Quel est l'intérêt de cette transplantation? Et ma deuxième question, c'est pour clôturer le débat. Alors, comment le microbiote peut être manipulé pour renforcer notre système immunitaire? Ouais. La première question, c'était la tradition de l'avant. En fait, c'était utilisé dans le système de ferme. Les fermiers le faisaient avec leurs animaux eux-mêmes. Quand les vaches étaient malades, ils utilisaient ça. Et en fait, c'est ce qui a été utilisé aussi plus récemment pour le traitement de si difficile. Pour ce qui est difficile, a été utilisé la cellule de people transplant. Donc évidemment, ce n'est pas un traitement qui sont très appétissants pour tout le monde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est transformé différemment dans lequel ils ont créé des consortiums de bactéries isolées. Et en fait, ça peut être pris sous une capsule. Il y a justement des compagnies qui vendent en fait ça pour utiliser du microbiote qui est en fait composé. C'est en fait des bactéries très classifiées. Donc ça, en fait, c'est maintenant l'évolution de cette thérapie. En fait, on transforme ça en consortium microbien qui peut être utilisé en capsule. Le deuxième, de façon très simple, la nutrition est évidemment le premier outil que l'on utilise pour changer sa nutrition. Comme je vous ai montré, en fait, 2 semaines de changement de nutrition changent le système immunitaire. Le premier outil que l'on a, c'est l'autonutrition. Et puis, bien entendu, d'autres éléments. C'est d'utiliser des éléments très particuliers, comme certains types de sucre, par exemple, pour faire croître de façon très précise certaines bactéries. Donc, on est en train d'apprendre ce langage de façon collective, et je pense que dans une dizaine d'années, on sera dans une situation extrêmement précise dans laquelle, en fonction de type de nourriture que l'on a, on pourra vraiment réparer de façon très précise notre microbiote en fonction de notre physiologie, en fonction de notre âge, etc. Donc, c'est vraiment une science qui évolue beaucoup. C'est une science à l'intersection de l'immunologie, de la microbiologie et de l'écologie, qui est en plein développement. Merci madame. Donc, une dernière question de la part de notre collègue, parce qu'elle veut vraiment poser sa question, et je pense que vous devriez arrêter. Allez, posez la question. Donc, notre collègue aussi. Merci beaucoup, madame. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui. D'ailleurs, je m'attendais à cette occasion depuis que vous voyez ce que l'objectif de votre domaine. Donc, je suis diplômé en nutrition et pathologie à l'université de Tlemcen. La question est la suivante. D'ailleurs,
la sphère de la moitié, c'est moi-même, c'est toujours cette l'implantation fécale des microbiotes. Quel est le rôle de l'implantation fécale des microbiotes sur la tolérance en ce qui concerne la personne récidiviste? Est-ce qu'un jour pourrait remplacer, pourrait éviter les pathologies de civilisation? Merci de France. En fait, le changement de microbiote, pour la façon que c'est jamais difficile, la façon dont ça marche, c'est parce que ça agit comme une compétition. D'accord? Donc, les microbes qui nous infectent, parce qu'on trouve à l'hôpital, par exemple, soit Klebsiella ou E. coli, on peut devenir très malade parce qu'on a trop d'antibiotiques qui enlèvent le reste du microbiote et qui laissent maintenant les microbes accessibles. Donc, de transférer un microbiote permet d'être en compétition avec des microbes agressifs. Donc, c'est vraiment le principe de ces transferts. Aujourd'hui, ce type de thérapie est en train d'être abandonné de plus en plus pour être transféré justement par des consortiums de microbes très contrôlés de façon médicale, faits dans des états de façon avec des microbiologistes. Donc en fait, je pense que ça a vraiment un impact très puissant. Et je pense que maintenant, ils sont en train de tester différents types de consortiums pour la maladie de Crohn, par exemple, ou pour les allergies. Donc en fait, il y a des essais cliniques, et même pour l'immunothérapie, pour les réponses au cancer. Donc il y a beaucoup d'essais cliniques en ce moment, avec différents types de consortiums, pour différents types de pathologies. Et c'est un travail qui est en cours et qui, à mon avis, a énormément de promesses. Eh bien, merci. Donc, il y a notre collègue qui veut poser une question. Bonjour, je me présente, je suis professeure de mémoire pédiatre chez le service de pédiatrie. Et c'est vrai que beaucoup de travaux ont été faits ici encore en cours de réalisation concernant le microbiote, mais aussi la vitamine D. Donc maintenant, c'est vrai que mon travail de thèse s'est intitulé sur la relation entre les tractus digestifs et pulmonaires chez les enfants asthmatiques, qui sont asthmatiques. Et on a trouvé quand même un petit relationnel entre le microbiote intestinal et la vitamine D. Alors, selon votre expérience, est-ce qu'il y aurait une relation synergique? Est-ce qu'il y a un effet agoniste, antagoniste? Je ne sais pas. Est-ce que le statut correct en vitamine D potentialiserait justement une seule dans le microbiote intestinal? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? La vitamine D est très présente. D'abord, il y a une relation entre la vitamine D et le foie. Donc ça, il y a un lien, la vitamine D en fait a un processus aussi qui est métabolisme dans le foie. Donc dans la mesure où le microbiote est associé au foie, il peut y avoir le processus du métabolisme de la vitamine D peut être influencé par ce microbiote. Et puis les cellules de l'intestin, en fait, sont très contrôlées par la vitamine D3. Donc en fait, les cellules lymphocytes, par exemple, dans le type ou les récepteurs, ils sont très contrôlés par la vitamine D. Donc en fait, le système physiologique de l'intestin est très dépendant de la vitamine D qui a besoin du microbiote. Donc je pense que le rôle est complètement intrinsèque. La vitamine D est une des vitamines les plus fondamentales du système physiologique et les cellules immunes ont des récepteurs presque tous à la vitamine D3. Donc, et surtout dans l'intestin. Donc il y a un rôle évident à beaucoup de niveaux. Un, au niveau du métabolisme de la vitamine D à cause du foie. Et deux, bien entendu, parce que c'est une lymphocyte et les dendritiques répondent à la vitamine D et elles sont à l'interface avec le microbiote. Merci. Là, monsieur le recteur qui nous autorise à avoir quelques questions supplémentaires. J'espère aussi que ça ne vous dérange pas. Non, si vous n'êtes pas tous évalués. Oui, allez-y. Peut-être que ma mère va me poser une question. I would like first of all to thank you for your interesting presentation. So I'll introduce myself. My name is Sumia Muhammad, a PhD student specialized in immunology, affiliated to Biomoney Laboratory. So currently I'm working on vaccination. Our team is working on vaccination and with the supervision of Professor Ivy, thanks a lot for his support. So my question is, you have mentioned earlier that there is a kind of shifting of the microbiota to the immune response via the vaccination.
So I would like to know more about the mechanism. Yeah. So the mechanism happen at many levels. Le mechanisme se produit à plusieurs niveaux. Un, parce que le microbiote augmente le threshold activation. En fait, c'est ce qui devient plus réactif. Ça, c'est un des éléments. Il y a d'autres éléments. En fait, il y a une étude clinique extrêmement intéressante qui a été faite à Stanford, dans laquelle ils ont mis les gens sous antibiotiques, plusieurs antibiotiques, et ils les ont vaccinés. Ensuite, ils ont regardé les anticorps. Et ils se sont rendus compte que les anticorps de gens qui avaient très peu de microbiote, parce qu'ils avaient en fait de grosses formes d'antibiotiques, il y avait les glycosylations des anticorps étaient différentes. Donc en fait, la décoration des anticorps, qui est vraiment ce qui est nécessaire pour qu'ils soient capables vraiment de se lier profondément au microbe, était affectée. Donc en fait, ça peut agir à beaucoup de niveaux. Ça peut agir d'abord parce que le système est moins réactif. Quand on n'a pas de microbe, c'est comme si on était endormi, le système immunitaire. Donc c'est un. Et deuxième, il y a vraiment un coup sur le métabolisme des sucres et sur la glycosylation des anticorps. C'est assez fascinant. Et en fait, par contre, il y a une grande boîte noire de comment ça se produit. C'est fascinant. Ce travail a été fait par Annie Poulenton, je conseille de le lire. Et ça a été riche pour montrer justement le lien entre les antibiotiques et la vaccination. Oui. Yeah. Bonjour madame, je me présente Jacques Dominique. D'abord, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Alors, je vais vous demander dans quelle mesure l'amélioration de l'efficacité du système immunitaire chez une femme enceinte ou l'utilisation d'antibiotiques, de vitamines ou de compléments alimentaires influence-t-elle la composition et le développement du microbiote de son enfant à la naissance? Alors, tout ce qui est antibiotique va avoir un effet catastrophique sur le microbiote, ça c'est clair. Par contre, les antibiotiques sont nécessaires dans certains types de situations. Il faut quand même les prendre dans des situations. Mais il faut vraiment les prendre avec autant de faire attention. Parce qu'en fait, l'antibiotique, c'est comme une arme nucléaire dans la céphale. Donc, généralement, c'est ce qui avait été démontré, c'est qu'une femme qui avait pris beaucoup d'antibiotiques ou un enfant trop d'antibiotiques à la naissance, en fait, ont des microbiomes dérégulés pour très très longtemps. Et en fait, sont plus sujets, par exemple, à des problèmes de racine. L'enfant, en fait, pas plus. Alors, bien entendu, les vitamines sont nécessaires, il faut les prendre. C'est comme dans les grossesses en particulier, il y a besoin supplémentaires de vitamines. Tout ce qui est en fait, la vitamine va non seulement nourrir le microbiome, mais notamment aussi le microbiome. Par exemple, la vitamine A, qui est une vitamine extrêmement importante, va nourrir directement le cellules immunitaire. Donc en fait, la vitamine A agit directement sur le lymphocyte pour les rendre plus forts. Donc bien entendu, pendant la grossesse, il faut avoir un type de vitamine nécessaire. Et bien entendu, éviter de bourrer son microbiote. Par exemple, il a été démontré que les agents de fermentation, tout ce qui est fermenté, est très positif justement pour le microbiote. Donc en fait, tout ce qui est la nourriture fermentée est très très bonne. On a la nourriture fermentée en azote, c'est très bon pour la microbiote. Donc il y a le professeur Sidi Jamal qui veut parler, poser des questions. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, cher Nathalie, pour votre magistrale présentation. Vous avez plus dans les qualités exceptionnelles de recherche que vous avez. Vous êtes capable de véritable pédagogue, c'est-à-dire que vous présentez de manière simple un sujet en complexité extrême. C'est plus sur ce système militaire, cette liberté, on en a un peu la mémoire et biologique. Voilà. Alors, ceci dit, bon, moi-même je suis physiologiste, donc je ne pourrais pas dire ce que j'ai fait, mais j'ai beaucoup travaillé sur la physiopathologie de l'allergie aux protéines de lait de vache, chez les enfants, chez les bébés. Et ma question, c'est un peu. Pardon. Oui, alors je ne présente plus le professeur. Alors, je suis directeur de l'école nationale supérieure des sciences biologiques de Rouen. Voilà. Et avec tout ça, donc, vous ne pouvez pas rater l'occasion d'écouter le centre Paris. Je la remercie. Voilà, donc, je reviens à ma question, qui est une question simple. Dans
ce processus, pour les bébés qui n'ont pas la chance d'être allaités, n'est-ce pas? Et donc, ils sont confrontés à un lait étranger, pas le lait humain, c'est un lait qui appartient à une espèce généralement bovine, parce qu'on utilise du lait bovin, qui contient des protéines qui ont un potentiel allergisant extrêmement élevé. Et donc, dans certaines conditions, pour des discussions un peu compliquées de fragilité, etc., donc les bébés développent une allergie au partir du laitage. Alors, la question qui se pose, la question maintenant, quel est quel serait le rôle, selon vous, bien sûr, du microbiome, parce que ce côté n'a pas, à ma connaissance, été exploré dans cette affection. Ouais. Est-ce que, par exemple, le recours systématique à la césarienne peut être un élément facteur déclencheur qui peut faciliter donc ce phénomène. Oui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup d'être un grand honneur. Alors, il y a effectivement des études très importantes qui ont été faites qui montrent que la césarienne, bon, il faut aussi se dire que c'est pas une question de jugement. Des fois, on n'a pas le choix. Césarienne, de ne pas pouvoir allaiter, c'est des problèmes, on ne peut pas comme ça. Il y a des éléments physiologiques qui sont associés à ça. La césarienne, en fait, évite justement l'acquisition du microbiote. Et en fait, il y a maintenant de nouvelles façons de faire dans lesquelles des pédiatres, notamment aux États-Unis mais en France aussi, utilisent l'approche de redonner à l'enfant qui est né par césarienne le microbiote de la mère. Et justement, le reconstituer très vite avec un microbiote physiologique. Donc ça, c'est une approche très simple qui est en cours et qui en fait a démontré des éléments très positifs. C'est des choses très simples de redonner à l'enfant le microbiote de la mère. Maintenant, comment un microbiote qui est dérégulé peut entraîner l'allergie? C'est une question très importante qui n'a pas été assez étudiée. Mais en fait, de façon générale, l'allergie, qui est un problème dramatique pour la société, n'est pas très bien compris. Et c'est étonnant à quel point il y a moins de recherches en allergie que dans d'autres sujets. Merci de le faire, vous pouvez continuer. Donc il y a des études en cours, bien entendu, et de façon expérimentale, je reviens à nouveau là-dessus, il a été démontré qu'un microbiote dérégulé, dysbiotique, peut en fait favoriser le développement allergique. Donc évidemment, un enfant qui vient avec un microbiote complètement dérégulé, si l'enfant n'a pas acquis ce microbiote de sa mère, et un microbiote en fait qui est maintenant acquis dans l'environnement, c'est ce qui se passe. Si l'enfant est mis dans une couveuse sans un microbiote humain, il va acquérir le microbiote de l'hôpital. Ce qui va coloniser l'enfant, c'est l'hôpital. Donc imaginez en fait ce microbiote qui n'a rien à voir en fait avec un élément physiologique. Quelle est sa capacité à protéger l'enfant? Quelle est sa capacité à... Donc il y a effectivement un besoin absolument fondamental de nourrir cet intestin avec le microbiote adéquat, parce que sinon, il va prendre en fait l'environnement. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire pour justement être sûr que ces enfants nés prématurés, nés en C-section, ou quand les mères ne peuvent pas allaiter, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider ces mères à redonner en fait des microbes ou donner une type de nutrition qui favorise un petit microbe. Il a été montré par exemple que le lait humain contenait certains sucres très très uniques qui nourrissent de façon chirurgicale certains types de microbes et qui permettent à certains microbes des bifidobactères d'augmenter. Si on arrive à reconstituer ces microbes, ces sucres dans le lait artificiel, peut-être qu'on va pouvoir justement donner l'avantage des enfants. Il faut vraiment se rappeler que ces enfants nés fragiles, de ces sections qui sont en fait prématurés souvent, sont très vulnérables à avoir des microbiotes adaptés, qui n'ont rien à voir avec le microbiote physiologique. Merci cette question. Voilà, le dernier étudiant mis en place. Bonjour, je me présente, je suis Sarah Michal, étudiante en agro-immunologie de la faculté de Clemson, l'université de Clemson. Ma question, est-ce qu'on peut envisager de traiter les maladies aujourd'hui en préparant la flore intestinale? Alors, je pense qu'on ne peut pas la flore intestinale pour réparer. La flore intestinale, c'est fini en fait, ça fait partie. Utiliser le microbiote pour changer la maladie, ce ne sera jamais le cas. Par contre, on peut diminuer les symptômes ou favoriser l'amélioration des symptômes et ensuite avec des traitements. Une fois qu'on est devenu auto-immun, c'est très difficile de casser ce cycle parce qu'en fait, maintenant, on voit le soi comme un ennemi. Donc, de changer le microbiote à ce stade, ça n'a pas changé la donne. Et je pense qu'il y a des systèmes différents dans lesquels il faut une tolérance à nouveau à ces antigènes qui sont devenus des agents infectieux. Donc, le microbiote, ce n'est pas la cure miracle, mais c'est en fait de comprendre qu'il est nécessaire à toutes les fonctions
et que si on veut diminuer l'inflammation, il faut aussi traiter son microbiote. Et je pense qu'il y aura un jour dans lequel, pour tout type de pathologie, il y aura un type de microbiote qu'on pourra indiquer de façon progressive. Mais je pense que c'est pas encore un traitement pour les maladies autoimmunes qui sont des éléments catastrophiques, parce que c'est là où le système immunitaire voit le soi comme un agresseur. Merci. Nous remercions le professeur pour ses réponses. Monsieur le recteur qui veut prendre la parole, on va lui demander de venir ici. Monsieur le recteur. Madame, merci pour votre excellente présentation. Moi et j'imagine d'autres dans la salle ne sont pas spécialistes. Nous avons apprécié et comment on va dormir aujourd'hui un peu moins bête parce qu'on s'est réveillé, j'espère. Bon, c'est le but aussi de ces rencontres, le moment de partage. Et une question avant de parler en tant que recteur, mais en tant que faisant partie de l'auditoire, comme prolongement de la dernière question, par rapport à la maladie de psoriasis. Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez précises maintenant par rapport au microbiote, système immunitaire? Est-ce qu'on avance par rapport à cette maladie qui, généralement, d'après ce qu'on dit, c'est une maladie autonome? J'espère que votre réponse sera clémente avec mon intelligence. Et parce que je suis obligé décidé, je ne suis pas de me répondre un peu. Non, mais c'est une très bonne question, parce que le psoriasis, c'est une maladie qui est définie par une réponse IL-17. Donc en fait, il y a beaucoup de cytokines très particulières qui produisent très très fortement pour la psoriasis. Et d'ailleurs, le traitement qui marche le mieux pour la psoriasis, c'est de bloquer cette cytokine. Et cette cytokine, c'est la première cytokine induite dans le microbiote. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le microbiote amplifie la production d'IL-17 et que pendant le psoriasis, le système immunitaire attaque le microbe de la peau. Et quand il attaque le microbe de la peau, il y a de plus en plus d'IL-17 qui est produit, parce que c'est vraiment la molécule produite en réponse au microbiote, et que l'IL-10 devient un élément inflammatoire, dans lequel on recrute les cellules, et aussi un truc qui se produit avec l'IL-17. J'ai montré que l'IL-17 agissait sur les nerfs. Lorsqu'il y a trop d'IL-17, les nerfs, c'est pas simplement qu'ils régénèrent, ils deviennent hyper prolifératifs. Et maintenant, ils envahissent en fait l'épiderme, et toutes les douleurs en fait qui sont associées au psoriasis, les grattements, etc., viennent justement de l'effet exubérant. C'est comme si le système immunitaire maintenant voyait trop les microbes. Et c'est en fait le psoriasis, c'est une maladie aussi, mais qui n'est pas une maladie de soi, c'est une maladie des microbes, dans laquelle les microbes deviennent en fait, les microbes qui sont nos amis deviennent nos ennemis. Alors, il y a des collègues donc, qui veulent clôturer. Ici, pour les étudiants, je répète que vous allez avoir une mail du professeur. Oui. Et je le vois. Voilà. Et je suis sûre qu'elle va répondre à vos questions et à vos emails. Donc, il y a deux collègues pour clôturer et donner le dernier mot à M. le recteur. Merci, professeur Bouzdor. Donc, merci, madame professeure Brailly, d'être parmi nous. C'est un honneur. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez demandé, ce que vous avez présenté. J'aurais souhaité revenir en arrière, avec mon âge de 30 ans, pour reprendre mes études à nouveau et aller vers ce passionnant kilomètre que j'attends. J'ai beaucoup travaillé sur la relation mère-enfant. Actuellement, bon, je suis pratiquement en fait carrière, malheureusement. Et là, je suis un peu émue par rapport à ce que j'ai raté comme avancé dans la science. Si je l'écoute, ça montre un peu. Donc, ma question, elle est un peu, disons, peut-être c'est la question de tout le monde par rapport à la Covid qu'on a eue. D'accord, et où les gens se sont bourrés d'antibiotiques, d'accord, donc forcément
on a tous quelque part détruit notre microbiote à tous les niveaux, d'accord? En plus de l'enfermement des jeunes, les gens étaient enfermés chez eux, donc le contact avec l'extérieur, donc la multiplication de ce microbiote ne se faisait pas. Donc tout ça a joué contre tous les êtres humains de la planète, pour ne pas dire les Algériens ou autres. À l'arrivée de l'Algérien, il est rebelle. Je dirais qu'il sortait de chez lui de temps en temps avec un peu de soleil, donc ça pouvait peut-être colmater les brèches qui se faisaient. Mais ma grande question est qu'en va devenir l'humanité suite à ces 2 années de confinement, avec une antibiothérapie abusive parfois et à une prise en charge planétaire mal foutue. Voilà, je parle des choses de cruellement. Donc, c'est ma nature, c'est mauvais. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que des êtres humains sont incroyablement résilients. Je veux dire, on est incroyable. Je veux dire, on a vécu tous des choses terribles, tous, au travers de nos générations, dans nos vies, Il faut se rappeler qu'on est incroyable, on est capable de remonter, de reconstruire. On a là plein de jeunes que je vois dans les sports de demain. On va reconstruire, on reconstruit tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on se rappelle les choses qui sont importantes. Et je pense que moi, ce que je vois, c'est quand je vois les progrès qui se font en Algérie, vous les voyez moins parce que moi je les vois bien, je reviens peu et quand je vois les progrès, quand je vois ce qui se passe, vous ne réalisez pas à quel point les choses changent aussi dans la bonne direction. Donc il faut se dire, on est fort et c'est pas le Covid, c'est pas un virus qui va nous avoir, surtout pas en Algérie. Voilà. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il faut faire attention au niveau de notre physiologie. Il faut éviter de prendre des médicaments qu'on n'a pas besoin. Il faut éviter de détruire nos microbiotes. Et il faut surtout éviter de prendre des antibiotiques quand ils ne sont pas nécessaires. Parce que les antibiotiques sont là pour détruire notre microbiote. Ils sont fondamentaux pour des systèmes de survie. Et ce n'est pas quelque chose à prendre de façon légère. Je pense que les pédiatres le savent très bien. Il ne faut pas. Voilà, une dernière question. Je vous remercie. Bonjour, je me présente. C'est Dr. Hajimarapo, je suis maître de corps à la faculté SAVSTU, l'Université de Tlemcen. Effectivement, vous avez parlé, donc tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation qui était très intéressante et pour cette opportunité d'échange de sciences et d'informations, c'était très très intéressant. Alors, vous avez bien parlé, c'est-à-dire sur le rôle du microbiote et la qualité du microbiote donc, qui peut jouer un rôle préventif, donc comme traitement par exemple de plusieurs maladies infectieuses et même dégénératives parmi lesquelles le cancer. Donc je voulais juste savoir, vous avez travaillé sur quel type de cancer? Parce que moi en personne, je m'intéresse sur le cancer colorectal. Vu que le taux de ce cancer vient de monter, c'est-à-dire de plus en plus, pas ingénié dans le monde entier. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut formuler une formule, je ne sais pas, pharmaceutique, c'est-à-dire complément alimentaire ou nutraceutique, pour prévenir ce cancer ou même traiter ce cancer? Par exemple, moi je travaillais sur une algue de bruit, dont je trouvais des vertus miraculeuses, je trouvais avec un pouvoir anti-ulcéreux, anti-inflammation, etc. Et je voulais vraiment, effectivement, créer un complément alimentaire, c'est-à-dire éliminer le cancer, par exemple, et trouver est-ce que l'extrait de cette algue, c'est-à-dire peut, je sais pas, promouvoir la qualité du microbiote, bien évidemment, pour prévenir le cancer colorectal. Est-ce que vous avez travaillé sur ce type de cancer ou d'autres types de cancer? Le cancer colorectal, c'est un drame incroyable dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si à quel point vous savez, c'est un cancer qui a la plus grosse accélération chez les gens jeunes. Donc en fait, c'est une espèce d'épidémie du colorectal cancer qui est en fait en train d'atteindre des gens très très jeunes et de plus en plus agressifs. Et c'est pas les jeunes qui vont changer. On est les mêmes. Ce qui a changé, c'est notre environnement et notre microbiote. Donc en fait, c'est vraiment un sujet d'étude extrêmement important. On a eu un gros grant maintenant justement avec une grosse équipe entre des gens aux États-Unis, en Angleterre, justement on travaille là-dessus, dans lequel le microbiote est un des éléments qu'on est en train d'étudier comme un des éléments causatifs, dans lequel on regarde justement des études épidémiologiques, mais aussi des études expérimentales pour justement comprendre ce phénomène qui est en train de absolument dramatique pour les individus qui sont infectés et de plus en plus jeunes. Donc on est en train de travailler justement sur le colorectal cancer. Si vous voulez discuter plus ça, c'est avec grand plaisir. Alors, on va donner le dernier mot à M. le recteur.
l'Université de Tlemcen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment de partage, mais qui doit renforcer nos liens donc, avec le professeur Yasmine Bejkaï. Donc vous aurez son mail et je pense que tous les enseignants et les étudiants peuvent la contacter sans problème. Merci. Mesdames et messieurs, en votre nom, je remercie le professeur Yasmine Bejkaï de nous avoir réservé ce laps de temps et en votre nom aussi, on l'a remercié d'avoir réussi à sa présence le niveau, et par ses connaissances, par sa présentation, le niveau de cette rencontre. Un moment de partage et nous espérons que vous avez tous profité de ces réponses et je suis sûr que pour l'Université de Tlemcen, ce moment est un moment fort qui restera inoubliable. C'est un grand honneur pour l'Université de Tlemcen de vous accueillir. Mais aussi, non seulement pour votre qualité de chercheuse, mais aussi, nous rappelons ici qu'il s'agit là de la fille d'un grand homme qui a servi son pays avec amour et dévouement. Et dans l'université de Tlemcen, porte sincèrement, fièrement son nom. Et donc, pour nous, l'université de Tlemcen, la présence de professeur Yasmine Bejkaï dans cette enceinte est un moment émouvant, un moment dont nous espérons qu'il restera inoubliable dans les esprits de tout le monde. Permettez-moi, Madame, au nom de la communauté universitaire de Tlemcen, permettez-moi de vous offrir un petit trophée modeste, mais pour nous très important. Et c'est un honneur pour moi, en tant que recteur, de vous le donner. Merci. Ça, c'est aussi ma habitude de donner des attestations, mais je vous assure, on a passé beaucoup de temps à trouver le style, les mots qui exprimeront toute notre gratitude et reconnaissance à votre personne. Si vous permettez, j'invite avec moi, professeur Oueli, monsieur. Et professeur Benzaro, il est où? Benzaro, c'est pas là.
Gonzalo Ali, qui était aussi recteur de l'université de Tlemcen à un moment donné. C'est à vous de mettre. Professeur Rocheret aussi, pardon. Oui. Tout va. Professeur Rocheret aussi. Alors là, on offre un tableau de maître. C'est la peinture sur la terre cuite. Et donc, avec la présence des 3 lecteurs politiques. On vous offre aussi un livre sur Tlemcen et nous espérons que vous aurez un peu de temps pour le lire, le parcourir. Il y a plein de choses sur Tlemcen. À l'occasion, nous... Oui, on va prendre la photo, je vais continuer. Alors, comme vous le savez tous peut-être, nous allons célébrer cette année, exactement le 7 décembre, ce sera un samedi, dans cette salle, le 50e anniversaire de l'université de Tlemcen. Il y aura un joli programme avec du beau monde, probablement notre ministre et même d'autres. Et ce sera l'occasion, dans les différents paragraphes, l'occasion de rendre un réel hommage au feu Aboubacar Lokaïk Mahmoud et en présence des membres de sa famille, d'Alger, que je suis en contact, de Sabaïdje, vous voulez voir venir. Et donc, en attendant ce moment, je vais appeler Madame Bataille. Oui, vous allez chercher. Non, je vais Je voudrais quand même dire à quel point on est incroyablement touchés. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce moment pour nous est plus que précieux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, une immense merci.